Bonjour, le plaisir est pour moi de vous recevoir en cette journée dominicale pour qu'on puisse échanger, comme vous le dites, parler politique. Cela ne me dérange pas, bien disposé, surtout que les enjeux de l'heure sont de grande importance. Pourquoi pas? Il faut échanger, photo solo là. Tout me pour expliquer bana mboka où nous en sommes, makambo qui ndenge nini, toza wapi, nini obiso ozomona. Tout ce qu'on a critiqué, mais surtout dans la minute où on a besoin de tout pour plus de propositions, tout est bas. Ndenge nini tokoki ko tambola. C'est un peu dans cette optique que je me dispose pour tout me pour échanger. Voilà. Non, nous n'avons pas changé de position. Le choix d'animer la société civile, moi je pense que c'est aussi une option quand on est leader. Longtemps nous avons traîné sur la scène politique, longtemps nous avons fait des actions politiques, mais à un certain moment donné, vous savez, ça fait deux branches. D'une part, vous avez la société civile, de l'autre côté, vous avez la classe politique. S'il n'y a pas équilibre, si ça ne suit pas, les conséquences sont, je dirais, sont dangereuses, si je peux utiliser le terme dans ce sens-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne faut pas que les politiciens croient qu'ils ont les monopoles de diriger, de manipuler, de conduire tout un peuple. Non. La conduite d'un peuple, la recherche du bien-être communautaire passe par la collaboration, la compréhension, le respect mutuel entre d'une part la société civile et la classe politique. C'est la société civile qui donne mandat à la classe politique. C'est la société civile qui contrôle, qui doit sanctionner la classe politique. C'est la société civile qui juge les actions de la classe politique. Et longtemps, nous avions remarqué qu'à ce qui concerne notre pays, c'est comme s'il y a une ignorance dans ce sens-là, que les gens ne savent pas exactement leur pouvoir, leur responsabilité à ce qui concerne leur destinée ou leur bien-être. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons choisi ces derniers temps d'animer la classe politique, de conscientiser, de réveiller le peuple, de réveiller la classe politique, plutôt la société civile, je ne dirais pas inexistante plutôt, mais plutôt, je dirais, passive, s'il faut dire comme ça. Donc, c'est dans ce sens-là que nous avons créé des magazines comme Écho du gouverneur, comme Je vous reçois là, pour qu'on puisse effectivement sensibiliser, réveiller la société civile, que la classe politique ne continue pas à se comporter. Même le roi, des fois, écoute aussi ces sujets. Donc, c'était ça les soucis. Ce n'est pas qu'on a changé de côté ou quoi, mais on veut simplement booster un peu la société civile pour créer l'élégance même politique, l'élégance de leadership, pour au moins voilà, que chacun puisse s'auto-prendre en charge, se contrôler ses actions, voir qu'est-ce que je peux faire pour mon pays et pour l'avenir. Donc il n'y a rien d'autre que cette part des choses, quoi. C'est comme ça que voilà, nous avons pris ce choix d'animer la société civile. Je dirais que c'est comme une école, en fait, c'est de la pédagogie. Hein? L'enfant qui naît, qui ne sait ni parler ni écrire, mais au bout de 30 ans, c'est un génie qui vous écrit, qui vous dit tout ce qu'il pense. Donc, je ne rêve pas, c'est un travail de longue haleine qui doit se faire. Il s'est fait. Espérons que ça puisse trouver écho et que cela puisse aller. Je ne dis pas que ça ne se fait pas assez.
Vous remarquerez, nous avons par exemple le développement de la communication avec des chroniques, tout et tout, surtout des chroniques culturelles, ça et là. Ça fait que ça réveille, ça fait vivre le monde culturel. Mais en même temps, l'engagement citoyen, pour moi, en tout cas en tant que politique, reste un aspect, je dirais, non négligeable qui doit vraiment prendre sa place sur notre société. C'est comme ça que je vois les choses. Oui, notre pays se prépare aux futures élections selon la Constitution. Hein, je contrôle mes mots, selon la Constitution. Et selon la réalité des choses et la lecture politique, on risque de ne pas être au rendez-vous. Je dois être clair, je dois être franc. En tant qu'acteur politique, je me dois de le dire ouvertement que c'est comme si on nous montrait la voie de dire que, écoutez, en suivant, en respectant la Constitution, on n'y arrive pas, on risque, nous dirigeons vers une impasse, tout ça là. Non, c'est difficile de donner l'intention de dire que c'est voulu ou ce n'est pas voulu. Même je pense que quand on vous donne un mandat, chacun a ses responsabilités. Et parmi ces responsabilités, il faut tenir. Il faut tenir que c'est vrai, il y a des circonstances inattendues qui peuvent intervenir, qui peuvent sortir. Ben, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, je ne vais pas m'étaler dans la lecture parce que tout le monde les vit, tout le monde les voit. Moi, je me dis, il y a 3-4 scénarios qui nous attendent pour qu'on puisse avancer. Sinon, oui, je vais les dire tout de suite là. Les 4 scénarios sont les suivants. Premièrement, si ça ne dépendait que de moi, dans le bon sens, je dirais que le Parlement doit doit montrer bonne foi. Bonne foi. Pourquoi le Parlement? Je vise d'abord le Parlement parce que c'est l'organe légitime habilité à légiférer, à créer des lois et à légiférer. Je le prends dans cet angle-là, dans cette vision. Conscient que l'instabilité, l'agression, elle est réelle, la guerre, elle est là, l'instabilité, l'insécurité est là. Elle est là. Mais est-ce que cela doit être une raison pour empêcher le peuple de se prononcer? Question mark, point d'interrogation. Alors, pour dévier cet argumentaire au nom de l'instabilité, de l'insécurité, de l'agression que nous vivons, prolonger ou ne pas faire des élections, pendant que la législature n'a pas encore touché à sa fin, moi, je pense que le Parlement peut faire une loi pour protéger les verdicts, les résultats des élections. Je m'explique. Tout ce que nous craignons tous et tout ce que nous ne voulons pas tous au Congo, c'est la balkanisation, c'est la division du Congo. Or, quand on parlera des élections, c'est un contrat, c'est un engagement entre les électeurs et les futurs élus. On vous donne mandat, on vous donne l'impérium pour nous représenter. C'est-à-dire que de peur que la population ou la partie qui ne participe pas trouve l'argument de dire que nous n'avons pas participé et nous ne nous sentons pas concernés, ce qui est probable, juridiquement ça peut arriver, il faut contourner cette aventure en disant qu'on crée une loi pour protéger les verdicts des urnes, de sorte que ça puisse avoir, comme on dit, il y a un terme juridique qu'on utilise, je crois, pouvoir de force ou le nom m'échappe, mais l'explication, ça puisse avoir effet dans toute l'étendue de la République, participer ou pas. Et cela engagerait tous les Congolais. Donc quand il y a une loi dans ce sens-là qui s'est faite, ça va, voilà, on dit la force obligatoire. Voilà.
une loi qui doit avoir la force obligatoire, de sorte que le résultat soit applicable, soit reconnu dans toute l'étendue de la République. Ça, c'est le premier scénario. C'est pourquoi cela éviterait les glissements, cela éviterait la balkanisation. Ce sont les premiers arguments. Deuxième scénario, c'est les glissements. Oui, ça ne fait pas beau entendre, mais on doit le dire ouvertement. C'est-à-dire, vous acceptez les dispositions actuelles de la Constitution, parce que ce qu'on ne vous a jamais dit et ce que personne n'a jamais dit, je vais vous le dire aujourd'hui. L'article constitutionnel qui dit que le président reste en place jusqu'à l'installation de son successeur, vous connaissez patati patata. En fait, moi j'appelle ça, c'est la loi des glissements, c'est un article de glissement. Donc aussi longtemps qu'il n'y aura pas un successeur, il n'y aura pas une élection faite, donc les pouvoirs en place restent. Hein? Je ne parle pas de personnes, les pouvoirs en place restent. C'est une disposition constitutionnelle. Donc, le deuxième scénario, c'est s'appuyer sur cette disposition. À ce moment-là, la conséquence, c'est les glissements. Conséquences politiques et conséquences sociales, ça serait des tractations, des grandes tractations politiques qui ne vont pas répondre aux besoins sociaux et à l'attente de la population. Donc, deuxième scénario. Troisième scénario, c'est une transition que comme j'entends déjà parler dans certaines classes politiques, transition sans les acteurs actuels ni les acteurs futurs, c'est-à-dire la société civile, comme on dit, qui est une transition menée par la société civile sans les acteurs d'aujourd'hui ni les acteurs d'hier. C'est-à-dire que ceux qui sont aujourd'hui au délai constitutionnel, mandat fini, dépose. Je sais que ça peut paraître comme une utopie ou une illusion, mais c'est une théorie. Et vu que pour éviter les vides juridiques, à ce moment-là, la société civile prend les relais. Nulle part que cela se trouve dans la Constitution, mais ce sont des solutions circonstancielles qui peuvent aider à éviter les vides juridiques et à faire avancer les choses. C'est comme si on tombait aussi dans les troisième scénarios qui sont un peu proches de celui que je vais vous dire là. Donc la société civile joue son action. Maintenant, il faut ouvrir une parenthèse. La société civile s'arrête-t-elle aux églises, aux animateurs de l'église, ou la société civile englobe à son sein d'autres acteurs autres que les religieux? Une autre vérité. Oui, je continue rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. Le troisième scénario, c'est la transition. La classe politique se met ensemble. Nous sommes à l'incapacité d'organiser des élections. Nous nous mettons ensemble. On s'octroie un délai supplémentaire pour mener la transition, à condition qu'à la fin de la transition, personne de nous ne puisse se représenter. C'est aussi une option. Et évidemment, le quatrième scénario, on organise les élections dans des conditions actuelles, avec des conséquences qui peuvent en sortir, notamment la balkanisation. Voilà pour moi les 4 scénarios qui nous attendent devant. Je ne dis pas c'est ce qu'il faut appliquer, mais dans ma réflexion, je pense que il faut tourner les regards par rapport à cette manière de voir les choses pour éviter les pires. C'est simplement ce que je voudrais dire. Le code du gouverneur, je l'ai créé, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est pour réveiller la société civile, c'est pour renforcer la synergie intellectuelle, si je peux dire ensemble, travailler avec une intelligence collective des acteurs et des observateurs, simplement. Ce n'est pas pour attaquer qui que ce soit, c'est pour partager l'intelligence. La question de l'hôtel de ville, oui, de Kinshasa, c'est une réalité. La classe politique se comporte comme elle se comporte, c'est à la société civile de faire les contrepoids. Si la société civile ne veut pas faire les contrepoids, que voulez-vous qu'on fasse là? Maintenant, en tant que citoyen, en tant qu'acteur, nous essayons justement de partager la réflexion.
Oui, j'ai suivi les speakers du Congo central, le premier citoyen, Jean-Claude Mbouemba. Il a bien fait d'ailleurs de faire sonner la sonnette, de déclencher la sonnette d'alarme. Mais moi, j'ai donné ma vision là aussi de comment créer des millionnaires au pays. C'est une promesse qui nous a été faite, mais dans la méthodologie, ça ne suit pas. J'avais demandé l'ouverture des capitaux de certaines entreprises, d'abord aux nationaux. Au lieu chaque fois d'ouvrir les capitaux aux étrangers, et qui après ça pose problème. Les cas, si les entreprises sont en difficulté, les cas par exemple des ports de bananes en difficulté, est-ce qu'une information, est-ce qu'une action, une proposition telle que moi je l'ai fait a été faite aux Congolais et surtout de la diaspora? Parce qu'on peut créer des entreprises, je parlais des entreprises de joint venture, dans ce sens que on émet des obligations, on émet des actions qui permettent à tout le monde de souscrire, autant selon ses moyens. Je ne pense pas que sur les 10 millions de Congolais résidant à l'extérieur, on aura du mal à regrouper 1 million, 2 millions de dollars. Parce qu'il y a de ceux-là qui peuvent mettre 100 euros, 100 dollars. Il y a de ceux-là qui sont capables de mettre 1000 dollars, d'acheter les actions pour 1000 dollars. Imaginez-vous si vous avez 1000 personnes. Et 1000, on peut les retrouver dans un seul pays. Si 1000 personnes achètent les actions de 1000 pour 1000 dollars, ça vous fait combien? Est-ce que vous avez nécessairement besoin d'aller chercher à une banque extérieure qui vous prend en otage pendant 35 ans, 40 ans? Ou si entre vous, vous investissez et vous garantissez la transparence dans la gestion. Moi, je serais plutôt d'accord qu'on puisse faire appel aux entreprises étrangères de gestion de joint venture, mais pas aller prêter, aller emprunter plutôt aux banques internationales, aux banques étrangères, parce que les conséquences, nous savons, entre les taux d'intérêt et les temps et les conditions, on est très souvent perdant dans ce genre de collaboration. Donc j'ai suivi ce qu'avait fait Jean-Claude Mbouemba, son alerte, j'ai suivi, mais je me dis c'est une question de vision. Et moi j'ai cette vision-là de dire que les Congolais et la diaspora en particulier peuvent participer au redressement de certaines entreprises en difficulté. Mais cette fois-là, il faut renverser la chose, disant que la gestion doit être confiée à des compétences peut-être, je dirais, étrangères pour contraindre, poursuivre les contrôles et non entre nous, parce que nous avons fait preuve de ce que nous avons fait preuve. Cela ne dit pas qu'il y a des incompétences entre nous, mais nous devons aussi avouer qu'il y a beaucoup de, je dirais, de l'inconscience entre nous. Nous vivons les détournements des fonds, nous vivons la corruption, mais si ça nous concerne nous-mêmes, au moins chacun prendra conscience pour sauver ses entreprises. Donc, dans ma lecture de Parlons politique, c'est un peu cet aspect que je voudrais donner comme piste de solution, non seulement ce qui se passe au Congo central, mais ça peut être pour d'autres entreprises aussi dans notre pays. Le plaisir était pour moi de participer, de vous répondre plutôt. À une prochaine, mes portes sont toujours ouvertes. Vous pouvez passer d'un moment à un autre. Merci beaucoup.